Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Salut à tous et bienvenue, c'est le Talk iPhone. Le Talk iPhone, c'est toute l'actualité de l'iPhone, de l'iPod et de l'iPad. C'est le numéro 44 et bien sûr, nous sommes très heureux de vous retrouver. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Et c'est vrai que j'imagine qu'on vous avait manqué parce que nous avions disparu des écrans radars ces derniers temps. Le Talk iPhone s'était très longuement absenté. Je pense qu'il faut qu'on trouve une excuse, François. Oui, et l'excuse, elle est toute simple, c'est qu'on n'avait plus envie de vous parler, en fait. Non, je plaisante. Comme excuse. Non, mais tu sais pourquoi, en fait? Oui, le Talk iPhone s'était cassé une jambe. Le Talk iPhone s'était cassé une jambe. Et puis surtout ce qui s'est passé, c'est que après la sortie de l'iPad, donc de nouvelle génération, l'actualité concernant l'iPhone, l'iPad était un petit peu mollassonne, on va dire. Ouais. Et on a attendu justement qu'elle redevienne un petit peu plus consistante pour vous retrouver. Mais le Talk iPhone perdurera, ça c'est clair. Ne vous inquiétez pas. Et puis, bien sûr, le Talk iPhone, c'est avec Laurent d'iPhone.fr. Il est toujours avec nous, bien entendu. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Laurent, qui est le fondateur donc du site iPhone.fr, qui est le partenaire du Talk iPhone. Tout va bien, Laurent? Tout va bien, impeccable. Bon, c'est vrai, c'est ce qu'on disait, hein, l'actualité de l'iPhone et de l'iPad en ce moment. Bon, voilà, quoi, on est un peu entre deux eaux. Hein. L'iPad de nouvelle génération vient de sortir. On attend tous fébrilement l'arrivée de l'iPhone 5. Donc pour l'instant, voilà, c'est pas que c'est mou, mais on se pose des questions, quoi. Voilà, on l'attend, on est 6 mois après la sortie du dernier, environ probablement 6 mois ou quelques mois avant la prochaine, donc il y a une phase un petit peu molle où il n'y a pas de fuite pour l'instant. Alors au menu de ce Talk iPhone, hein, Jérôme, on va évidemment retrouver une petite sélection d'applications que nous avons testées pour vous, que ce soit Jérôme, Laurent ou moi-même. On va retrouver aussi notre répondeur, parce que c'est vrai qu'on a accumulé beaucoup de messages répondeurs depuis ces dernières semaines. Répondeur que vous pouvez nous laisser par mail à l'adresse suivante, répondeur@lachaînetechno.com. Avec le dictaphone de votre appareil, de votre iPhone ou de votre iPod, vous pouvez nous laisser vos messages très facilement. Voilà, et puis donc chacun ira de son appli, parce que du coup on a eu le temps d'en tester des applis. Hein. Ça c'est clair. On commence par quoi? Peut-être par le futur justement de l'iPhone. Laurent, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est quand va sortir ce nouvel iPhone 5? C'est un peu la question qui brûle toutes les lèvres. Alors certains disent juin, d'autres disent octobre. Toi, tu penches plutôt pour octobre, c'est ça? Oui, je penche pour octobre actuellement. Après, ça peut changer. J'aimerais bien que ça change, mais j'ai l'impression que ça sera pour octobre cette année ou septembre, mais en tout cas, deuxième partie d'année, comme l'année dernière. Pourquoi ? Alors, la raison principale, elle est liée pour moi à iOS 6, donc la prochaine version du système. Si on se rappelle bien, iOS 4 en 2010 avait été présenté en avril avec une vraie keynote dédiée. Et les développeurs avaient travaillé jusqu'à l'été, jusqu'à juin-juillet. Et sa sortie avait accompagné la sortie de l'iPhone 4. Oui. L'an dernier, très différent, puisqu'on a eu l'iPhone 4S en même temps qu'un iOS 5 présenté l'été à la keynote et sorti seulement quelques mois plus tard. Donc là, on est sur un schéma qui semble ressembler à ça. C'est vrai que la conférence développeur là, qu'Apple va présenter à San Francisco, a prévu à San Francisco, c'est pour juin, c'est ça? C'est pour l'instant, début juin. Voilà, rien à filtrer. Hein, donc on peut imaginer que si les prémices d'iOS 6 sont présentées en juin, la version définitive sera présentée à la rentrée. C'est ça? C'est ça ta déduction en fait? C'est exactement ça. Et quand on dit rien à filtrer, Apple a quand même indiqué qu'on allait parler d'iOS, d'OS X et d'iOS. Donc clairement, il n'y aura pas de conférence d'ici là sur le sujet. Donc présentation début d'été. Les développeurs ont une bêta pendant quelques mois et la version finale sort en même temps que l'iPhone suivant, 5, 6 ou nouvel iPhone, durant septembre ou octobre. Il est génial ce Laurent, il a tout prévu. Hein. Bon, Jérôme, tu en penses quoi toi? Il sort quand cet iPhone 5? Non, moi je me risquerai pas à des pronostics. En revanche, la question que je me pose, c'est l'iPhone lui-même, on ne sait pas à quoi il va ressembler, mais le système iOS 6, ça pourrait être quoi? Alors, c'est une bonne question. Autant iOS 5 a été majeur, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu beaucoup de nouveautés. Apple en a annoncé 200. Sur le 200, il y en avait quelques-unes qui étaient des modifications, mais on a eu iCloud, on a eu tout ce qui tourne autour, on a eu des fonctionnalités au sein de l'OS, des nouvelles applications, etc., rappel et autre chose. On a du mal à imaginer ce que Apple va amener avec iOS 6, et du coup, on a posé la question à nos lecteurs.
C'est ça, vous avez donc mis en place un sondage sur iPhone.fr. Voilà, on a appelé un peu à savoir ce que les gens avaient envie de voir. Alors, c'est pas ce qu'ils pensaient qui allait arriver, mais plutôt ce qu'ils avaient envie de voir. Et les retours sont intéressants parce qu'on retrouve quelques vieilles idées qui sont toujours là, donc toujours attendues, et des nouveautés, notamment liées à Siri. D'accord, mais c'est intéressant en tout cas de voir que tes internautes, en tout cas les lecteurs d'iPhone.fr, réagissent sur ce qu'ils aimeraient voir arriver sur iOS 6. Tu m'as dit que tu avais reçu beaucoup de suggestions. Oui, et les gens, effectivement, attendent vraiment des choses. Donc, on ne peut pas dire que iOS 5, c'est un système qui est terminé, qui n'a plus rien à faire. Au contraire, il y a vraiment encore plein de choses à faire. Parmi les demandes, on a donc un Siri qui soit terminé. C'est un peu le terme qui revient. C'est-à-dire que les gens trouvent que leur Siri est un peu anémique en Europe. Et donc, ils attendent au moins le même niveau qu'aux US. Oui. Une sortie de bêta, hein, du coup. Ils attendent pas mal tout ce qui est widget, hein, la possibilité d'avoir soit dans le centre de notification, soit sur la page d'accueil des widgets comme on voit sur les autres systèmes concurrents, il faut être clair. Android pour ne pas le nommer. Oui, mais même Windows Phone a ce qu'il faut pour afficher des choses vivantes sur les écrans d'accueil, donc globalement sur tous les autres téléphones. Donc ça c'est vraiment... on peut se poser la question pourquoi Apple n'a pas encore fait ça. On pourrait espérer qu'il nous propose un tel système. L'autre chose, c'est un peu une frustration, hein, c'est qu'il y a eu au début d'iOS 5, il y a eu la possibilité d'avoir des raccourcis système qui permettaient d'accéder au Bluetooth, au réglage, etc. Oui. Et ça a été tué dans l'œuf par Apple avec la 5.1. Donc les gens aimeraient bien voir ça revenir et ils évoquent souvent des fonctionnalités qu'on trouve notamment via le jailbreak. Donc, oui, parce que c'est vrai que, juste pour qu'on comprenne bien, hein, quand par exemple on veut activer ou désactiver le Bluetooth, on est obligé de cliquer plusieurs fois sur son iPhone pour arriver jusqu'à la fonction désirée. Ça serait bien qu'il y ait des raccourcis tout simplement, c'est ça, hein? Voilà, donc c'est tout simplement ça. Ça peut être le cas pour le Wi-Fi, pour la luminosité, enfin pour pas mal de raccourcis. Arriver à le faire directement depuis quasiment l'écran principal, hein, autrement dit. Moi j'ai juste une peur. Qu'en fait ça devienne de plus en plus compliqué, iOS. Et ça a déjà été le cas, je trouve, du passage de l'iOS 4 à l'iOS 5. On s'est retrouvé avec un système toujours très agréable et très fluide, mais plus compliqué à comprendre, avec encore plus de raccourcis, plus de sous-menus. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que voilà, en voulant toujours rajouter des choses, ça va finir par ressembler à Android. Et voilà, alors bon, Android, mais paradoxalement, Android, je trouve, s'est amélioré. C'est-à-dire que Android essaie de faire le chemin inverse avec donc la version 4.0 qui essaie de se simplifier. Et moi, ce dont je souhaite, c'est que justement Apple ne tombe pas dans ce piège de vouloir complexifier son système d'exploitation, quoi. Ce que je souhaite. Et c'est très vrai que le principe de ne pas aller éteindre le Wi-Fi ou d'éteindre le Bluetooth, ou etc., donc de ne pas avoir besoin de ces raccourcis, c'est plutôt la philosophie d'Apple. C'est globalement, vous avez votre téléphone, il fonctionne, vous ne vous posez pas de questions. Donc c'est pour ça que le fait que les paramètres aient disparu, effectivement, ça pose cette question. Est-ce que ce n'est pas effectivement la volonté de garder le système très simple, sans avoir 50 paramètres? Ma foi, il reste que les gens le souhaitent. D'accord. Moi, juste pour clore le sujet, pour revenir à l'iPhone 5, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Laurent. Je pense qu'il y a encore un petit espoir de voir arriver ce téléphone en juin. Je t'explique pourquoi, parce qu'il faut voir un peu aussi comment se prépare la concurrence. Le Galaxy S3 a été annoncé, on en a parlé sur la chaîne Techno il y a quelques heures. C'est véritablement le concurrent direct de l'iPhone. Il va sortir très vite. Moi, si je me mettais à la place d'Apple, je commencerais véritablement à être inquiet, parce que l'iPhone prend du retard. Même si l'iPhone est véritablement au top, la concurrence, et on va dire la concurrence la plus violente, arrive très très vite. Il faut qu'Apple réagisse. C'est ça. Moi, je me dis, il y a peut-être une. Moi, j'ai l'impression que c'est le début d'une nouvelle époque, d'une nouvelle étape. C'est-à-dire qu'Apple était, tu dis le meilleur, en tout cas, il était le seul sur un certain nombre sur cette équation magique qui est simplicité, fonctionnalité. Mais aujourd'hui, aussi bien Android, le Galaxy S3 dont on vient de parler, les futurs même Windows Phone et les nouvelles versions, là j'englobe tout, matériel, logiciel, etc. Apple ne pourra pas tout le temps être le meilleur. C'est-à-dire que voilà, ils sont plus tout seuls, c'est plus la route tranquille. Non, quoi. Et on arrive exactement comme pour la dualité Mac-PC. Les systèmes vont devenir vraiment équivalents, et puis il y aura deux écoles, chacun y trouvera son truc. Alors sur Android, toujours pareil, plus ouvert, plus de boutons, plus de fonctionnalités, et sur iOS, plus cool, mais moins de fonctionnalités, système plus fermé.
Voilà, bon, on verra bien de toute façon. Cela dit, rappelons-nous, l'année dernière, le Galaxy S2 était sorti en juin. Ça n'a pas empêché Apple d'attendre et de sortir son iPhone 4S plus tard. Ouais, donc, poursuivre leur chemin. On verra bien. Laurent, rien à ajouter là-dessus ? Non, j'aimerais bien qu'il sorte avant, personnellement, mais, Ouais, moi, mais effectivement... moi, j'aimerais bien l'avoir cet été pour la plage, en fait. C'est surtout ça. Donc, voilà. Tim Cook, Tim Cook, if you are listening to the podcast The Talk iPhone, It's urgent. we would want... J'en profite pour vous We étaler do mon... want. Oui, Ouais. we would want the iPhone 5 as soon as possible. Yes. Voilà, c'est bon comme ça, tout le monde a Ouais, compris. ouais, c'est pas Hein mal. Je crois que l'appel est lancé. L'appel est lancé, ouais. Bon, ça c'est fait. Si on s'intéressait au répondeur, Jérôme, parce qu'on a reçu quand même pas mal de Allez. messages, vous savez que le concept du répondeur est unique. On est très heureux de vous le proposer à chaque fois dans le Talk iPhone. Vous avez la parole dans ce rendez-vous dédié à l'iPhone, à l'iPod et à l'iPad, et vous pouvez nous laisser vos messages. Alors c'est très simple, vous appuyez sur la touche dictaphone de votre iPhone ou de votre iPod, vous nous laissez votre petit message vocal. C'est ça hein, la force de ce système, c'est que vous nous parlez et nous on reçoit après par mail votre message puisque vous nous l'envoyez à l'adresse suivante répondeur@lachaînetechno.com. C'est vrai qu'avec l'iPhone ou l'iPod c'est très simple. Alors on écoute qui ? On écoute Vincent qui avait une petite interrogation concernant le partage de connexion de son iPhone vers son iPad. Écoutez. Salut Jérôme et François, c'est Vincent de Chantilly. Alors j'ai une double question qui concerne à la fois le nouvel iPad et l'iPhone. Je voulais savoir s'il est possible d'utiliser la fonction partage de connexion de mon iPhone pour naviguer en mobilité avec le nouvel iPad en utilisant donc la 3G de mon opérateur, à savoir Free. Voilà, donc en fait ma question c'est tout simplement de savoir si je peux me passer du modèle 4G et acheter uniquement le modèle Wi-Fi, d'autant plus que j'ai cru entendre dire, alors ça c'est ma deuxième question, que le modèle 4G d'iPad, en fait que la puce 4G ne serait pas compatible avec les fréquences utilisées en France. Alors ça m'étonne un peu, mais bon, je voulais savoir si c'est vrai. Merci beaucoup et bonne continuation. Salut. Voilà pour la question de Vincent. Laurent, toi qui es le spécialiste du tethering, on le sait, on t'appelle tethering man dans toute la France. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche et si ça fonctionne ? Non, effectivement, c'est une fonction très pratique qu'a introduit Apple avec iOS 4 de mémoire, à savoir la possibilité en Wi-Fi de partager la connexion 3G de son iPhone avec des périphériques, Mac, ordinateur ou... N'importe quoi en fait, que ce voilà, soit des produits Apple ou d'autres, si vous avez un PC par exemple sous Windows, ça marche aussi. Il faut juste avoir la bonne option côté opérateur. Et oui, mais alors Vincent nous l'a dit, il est chez Free, donc il n'y a pas de souci, c'est gratuit. D'accord. Voilà, donc, et c'est une option qui s'est quand même pas mal démocratisée grâce à Free justement. Donc au final, et effectivement, c'est une bonne solution pour ne pas avoir besoin d'acheter la version 3G, donc d'économiser au moins 120 €. Avec un petit inconvénient à avoir en tête, c'est que quand il va vouloir surfer avec son iPad, il va tirer sur 2 batteries au lieu d'une, puisqu'il va tirer sur la batterie de son iPad et sur la batterie de l'iPhone. Donc s'il est en déplacement, quand on a toujours un des deux qui a encore de la batterie, là, ça sera un peu plus juste. Mais à part ça, c'est une solution qui tient la route. Tiens, à propos de batterie. Alors juste, moi je voulais rajouter quelque chose concernant la question de Vincent. Tout dépend des usages qu'on fait avec une connexion, on va dire en mobilité. Si c'est pour se connecter de temps en temps que pour les vacances sur son iPad, effectivement, le partage de connexion via iPhone est parfait. Si maintenant c'est pour un usage quotidien, vaut mieux prendre un iPad 3G, ça sera beaucoup plus pratique, comme le disait Laurent. Exactement. Voilà. Oui, je disais à propos de batterie, est-ce qu'on pourrait un peu se pencher sur ce problème ? Parce que je ne sais pas si, comme moi, vous avez été confronté à ce souci. Moi, ces derniers jours, mon iPhone se vidait beaucoup plus vite que la normale. Alors, j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait. J'ai investigué. Et en fait, ton chargeur ne marchait plus. Et en fait, voilà. Non, pas du tout, pas du tout. Je pensais que c'était l'appareil qui avait pris un coup de vieux, mais non, c'est tout bête. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir, des choses basiques que vous connaissez probablement, on peut les rappeler rapidement. Dans les réglages, si vous pouvez vous passer du GPS, du Bluetooth, ou même à certains moments des données réseau, de la connexion réseau, et ben vous désactivez tout ça, évidemment, vous allez gagner en batterie. Ça, tout le monde le sait. Mais ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que les applications en mémoire peuvent vous jouer des tours. Et moi, je me suis aperçu qu'en killant, en fermant toutes les applis qui étaient ouvertes en tâche de fond, j'ai récupéré ma mémoire. Alors, cela dit, il faut quand même préciser autre chose. C'est pas le fait qu'il y ait des applications ouvertes en masse. C'est pas ça qui vide la batterie. C'est que dans le lot, il devait y en avoir une coquine, probablement un jeu
installé par mes enfants, qui continuait à se connecter et qui me vidait Qui tournait peut-être en tâche de fond. Et qui tournait en tâche de fond, voilà. Laurent ? En fait, en théorie, c'est peu probable, mais ma foi, l'expérience parle. C'est-à-dire, en théorie, c'est pas probable, hein, parce que en fait, iOS a prévu justement une parade pour on va dire les applications qui consomment de la batterie en tâche de fond, c'est ça ? Oui, voilà, normalement, les applications, une fois qu'on les a mis en tâche de fond, elles se mettent en sommeil, elles conservent la mémoire, donc c'est-à-dire qu'elles peuvent occuper de la mémoire, mais elles occupent normalement plus de temps CPU, et surtout, je crois de mémoire que Apple avait limité le temps pendant lequel une application pouvait encore agir après qu'on l'ait mise en pause à un certain nombre de minutes après sa mise en pause. Donc, et on est sûr que toutes les applis respectent cette règle et sont... Alors, c'est peut-être effectivement là quelque chose qui ne respecterait pas et qui serait passé à travers la validation d'Apple qui pourrait le faire, mais je pensais que c'était fait au niveau du système. Donc, voilà, en théorie, donc là, il y a un doute, je vois pas trop, mais l'expérience a parlé. Juste une chose, parce que Jérôme, tu soulèves un vrai problème pour les abonnés Free Mobile. Mais rappelons que toi, tu n'es pas abonné Free Mobile. Laurent, tu as dû avoir cette information qui a dû remonter sur iPhone.fr. Pendant de nombreuses semaines, les abonnés Free Mobile avaient une batterie qui se vidait à la vitesse de la lumière parce que justement, en fait, les paramètres réseau étaient mal calibrés. Et bon, on va pas entrer dans les détails, mais comme il était en train de switcher tout le temps entre Orange, les émetteurs Orange et les émetteurs de Free, la batterie se vidait. Ça va un peu mieux, même si moi, en testant une puce Free Mobile sur l'iPhone, on n'est pas revenu en fait au top, au même confort d'utilisation, mais ça va mieux. Hein, Laurent, j'imagine que toi aussi les lecteurs d'iPhone.fr t'ont remonté ce souci. Alors on l'a effectivement vu en particulier sur notre forum qui est très actif sur le sujet. On a effectivement vu pas mal de gens qui se plaignaient de cette baisse d'autonomie depuis qu'ils étaient passés chez Free. Il semblerait qu'on le voit moins, exact. Encore un mot concernant la batterie. Une chose intéressante que j'ai lue, il y a des études faites, je crois que c'est aux États-Unis, tendant à prouver que des applis qui avaient certaines publicités à l'intérieur, ça pouvait contribuer aussi à vider la batterie. C'est-à-dire que les pubs, pareil, pinguaient sur des serveurs, et du coup, ça fait des connexions et ça vide la batterie. Et autre chose, alors je vous dis pas que ça va pas la plomber de manière vraiment significative, mais c'est des petites choses qui viennent s'ajouter à d'autres. Et puis autre chose, lorsque l'on surfe sur des sites web, eh bien, si vous êtes sur un site qui est vraiment optimisé pour les mobiles, c'est-à-dire qu'il y a peu d'images, un minimum de texte, très peu de data à charger, eh bien, vous allez consommer moins de batterie que si vous allez sur un gros site hyper lourd, etc. Voilà. Mais ça, on l'oublie. Ça contribue aussi à consommer de la batterie. Très bien. N'hésitez pas à réagir là-dessus si vous avez constaté aussi, si vous avez des petites astuces pour économiser de la batterie sur votre iPhone, n'hésitez pas à nous le dire. Répondeur@lachaînetechno.com, vous nous laissez un message vocal via le dictaphone. Tiens, on s'en fait un autre alors, soit un autre, soit on se fait un petit round-up des applis qu'on a testées, et puis après on se fait un autre petit répondeur. C'est comme vous voulez. Allons-y. Laurent, tiens, tu voulais nous parler d'une appli qui se nomme Bluetooth Manager, qui vient d'arriver et qui rejoint ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est que c'est un peu un raccourci système, non Exactement. C'est pour ça que je voulais en parler, non pas que ce soit l'application du siècle, loin de là. C'est une application toute simple qui s'appelle Bluetooth Manager, qui permet, à l'heure où on se parle, d'allumer et d'éteindre le Bluetooth depuis l'application. Donc on gagne 1 ou 2 appuis par rapport à passer par les préférences système. Pour les personnes qui ont envie d'éteindre leur Bluetooth, maintenant, je pense qu'il est mieux de le laisser allumer, mais pour ceux qui ont envie et qui préféraient des raccourcis, c'est une application qui le permet. Et petite sophistication, elle ajoute la possibilité de programmer, c'est-à-dire d'avoir une alerte qui dit il faudrait allumer le Bluetooth ou il faudrait éteindre le Bluetooth. Et du coup, elle s'affiche à l'écran et en slidant, on va directement dans l'application où on n'a plus qu'à l'éteindre. C'est-à-dire qu'elle ne l'éteint pas elle-même, parce que ce n'est pas autorisé, mais elle permet d'y accéder directement depuis finalement la page d'accueil quand il y a l'alerte. Ça s'appelle Bluetooth Manager. Voilà, c'est 79 centimes et on n'est pas certain que ça reste longtemps sur l'App Store. C'est néanmoins la deuxième du style qui est présente. Donc on va voir si soit Apple est plus tolérant, soit c'est passé en dessous du radar. Oui, parce que Apple n'aime pas du tout ce genre d'application qui vient bidouiller, qui vient un peu le chatouiller, j'allais dire, entre les jambes. Mais bon, voilà, et il y en avait, il y en a eu une qui a été acceptée. Enfin voilà, c'est vraiment étrange. Oui, c'est à la tête du client, en gros, c'est ça. Oui, et après, il y a des centaines de personnes qui valident aussi, donc ça peut passer à travers. Voilà.
Très bien. Alors bon, je peux peut-être attaquer avec une petite appli. Mais moi aussi, oui, j'ai vas-y, testée. attaque. Je reviens sur Free Mobile. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que je teste une puce Free Mobile depuis quelques temps de cela. J'aime bien le test, oui. Oui, ça fait 2 ans et demi que je teste Free Mobile. Non, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe avec Bien Free sûr. Mobile. Et on en parle d'ailleurs sur la chaîne Techno régulièrement. Et c'est un 4e opérateur, c'est historique en Je veux dire, France. c'est plus qu'un test, c'est une consommation intensive quand Tout même, à fait. François. Eh ben oui, mais c'est un vrai test. C'est une Et, immersion. une immersion, merci. Une immersion. Ça, Il est embedded. Ah oui, c'est du, Voilà. c'est du journalisme d'immersion, d'investigation, les amis. Ouais, c'est du lourd. Et Alors, qu'est-ce que tu avais constaté? Free Mobile, c'est bien sympa. Alors, ça marche un petit peu mieux. On va pas rentrer dans tous les problèmes que rencontre Free Mobile, mais il manque une fonctionnalité que Xavier Niel nous promet depuis plusieurs semaines. C'est la messagerie vocale visuelle que vous avez à peu près chez tous les opérateurs. Ça n'y est pas encore chez Free. Cela dit, il y a une petite parade. Si vous êtes abonné chez Free et que vous voulez avoir cette fonctionnalité, il y a un moyen détourné de l'avoir. C'est une application qui s'appelle Free Mobile Compagnon, qui est disponible sur l'App Store et qui, en fait, une appli toute bête. Vous la lancez et vous avez à la fois le tableau de bord de votre abonnement Free, c'est-à-dire que vous savez où vous en êtes en matière de consommation en temps réel. Vous rentrez vos logins et votre mot de passe. Et puis ensuite, vous avez un petit onglet messagerie. Et là, comme la messagerie vocale visuelle que vous avez sur votre iPhone, en cliquant sur les messages, vous les écoutez, vous pouvez les effacer, vous pouvez les gérer. C'est génial. Ils arrivent à faire ce que l'iPhone fait déjà, mais qu'ils ne savent pas faire normalement. Ouais, et en plus, le problème, c'est qu'il faut une appli spécifique. Donc, c'est pas intégré véritablement dans le téléphone. Mais l'avantage, c'est que dans cette appli, comme je te disais, tu as conso, et tu peux même personnaliser ton répondeur directement depuis l'appli. Mais bon, ça n'intéresse que les utilisateurs de Free Mobile. T'en es conscient. Ça, c'est sûr que Free Mobile Compagnon, Jérôme, c'est une application qui ne peut intéresser que les abonnés Free Mobile. Voilà, c'est pour te dire que c'est pas la peine de s'étendre. Ouais, mais il y a quand même 3 millions d'abonnés Free Mobile. Ils n'ont pas tous un iPhone. C'est sûr. Bon, voilà. Jérôme est en forme, vous l'avez remarqué. Petite appli, Jérôme ? Oui, moi j'ai une appli qui intéressera les papas et les mamans responsables qui ont des enfants qui utilisent les iPhones et les iPads. Parce que vous savez que contrairement à un ordinateur, il n'y a pas de moyen simple pour mettre un contrôle parental sur un iPhone ou un iPad. Tout ce qu'on peut faire, c'est activer ou désactiver Safari. Donc c'est tout ou rien, c'est vachement intéressant. Activer ou désactiver YouTube, etc. Mais on ne peut pas, comme sur un ordi, mettre un logiciel qui chapeaute tout. Alors, j'en ai pas trouvé de logiciel qui chapeaute tout, ce serait très compliqué. En revanche, j'ai trouvé un navigateur sécurisé. Il s'appelle MobiSip. C'est pas très beau comme nom. C'est... Tiens, t'as ton rendez-vous qui sonne. Oui. Il attendra, c'est pas grave. Hein. Et donc, en fait, vous installez ce navigateur, vous créez un petit compte, vous vous loguez. Et ce navigateur va surveiller que vos enfants ne tombent pas sur n'importe quel site. Donc ça va bloquer l'accès à tous les sites sur lesquels il ne faut pas aller quand on a moins de 15 ans, 10 ans, etc. Ça va bloquer également les résultats de recherche Google. En fait, ça active le Google Safe Search. Et évidemment, pour que ça fonctionne et que ce soit intéressant, il faut en revanche désactiver Safari. C'est-à-dire que vous allez dans les réglages de l'iPhone, dans les restrictions, vous créez un petit code à 4 chiffres et vous êtes le papa ou la maman, le chef. Vous désactivez Safari avec ce code. Donc votre enfant Donc pour se connecter à Internet, il sera obligé de passer par cette appli. Il sera obligé de passer par MobiSip. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Ça coûte combien ? Ça coûte dans les 3-4 euros, je crois. Très bien. Mais c'est bien qu'il y ait un système de contrôle bien. parental. Enfin, cela dit, ça ne bride pas YouTube, ça par ne bride exemple. pas YouTube, absolument. Voilà, mais c'est un vrai problème. Je pense que. Mais du coup, il suffit de désactiver YouTube et l'enfant peut aller sur la version mobile. La version mobile de YouTube. Voilà. Oui, par le navigateur. Par le navigateur. Oui, mais bon, c'est très bien d'ailleurs. Hein, oui, c'est vrai que ça YouTube marche aussi. est assez vieillissante par rapport au site mobile. Non, c'est une bonne idée. Effectivement. MobiSip, donc. Mais c'est moi je trouve que c'est une vraie carence sur iOS, qu'il n'y ait pas de système de contrôle parental, parce qu'on sait que tous les gamins utilisent à mort les iPhones, les iPads à la maison. Hein. On a d'autres applis à vous proposer, on va les retrouver dans un instant, mais auparavant, retour sur notre répondeur. C'est très simple. Grâce à l'appli Dictaphone, vous pouvez nous laisser un message vocal et vous nous envoyez ça à répondeur@lachaînetechno.com. N'hésitez pas à réagir sur tous les sujets qu'on évoque et si vous avez des coups de cœur ou des coups de gueule. Tiens, Nathalie est de retour, les amis. Notre auditrice Nathalie qui va nous mettre en garde sur la nocivité des ondes des mobiles et elle va nous donner des conseils aussi. Écoutez. Bonjour Jérôme et François, c'est Nathalie. Je voulais rebondir sur la remarque d'un auditeur par rapport à la santé et à l'iPhone. Bon, clairement, l'iPhone est un des téléphones qui est émet le plus en matière d'émissions et d'ondes.
Et les patchs et toutes les autres arnaques commerciales, ça ne sert à rien. Par contre, l'Agence française de santé a quand même donné quelques préconisations, notamment pour les auditeurs les plus jeunes, d'éviter de téléphoner trop longtemps et pour tous en tout cas, de favoriser l'utilisation du casque, du Bluetooth ou tout autre système qui éloigne le téléphone du cerveau. Et puis il est rappelé également en termes de consignes de santé, comme c'est mon domaine de travail, je voulais vous en parler, qu'il faut éviter de téléphoner dans les endroits qui captent peu, parce que du coup on reçoit plus d'ondes, et aussi quand on est en déplacement dans un train ou dans une voiture, parce qu'à chaque fois on se connecte sur d'autres antennes, et donc on reçoit un maximum d'ondes au moment de la connexion avec l'antenne relais. Voilà, à bientôt. Merci Nathalie pour tous ces conseils. Oui, c'est vrai qu'on on profite de nos mobiles, mais Très intéressant. On ne se rend pas trop compte des ondes qu'on reçoit. On se pose beaucoup la question. Enfin, toujours dans une famille, tu as les flippés et et puis ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Alors c'est vrai que aujourd'hui, il n'y a aucune étude véritablement qui tranche sur ce sujet. C'est toujours Non. ou un petit peu ou pas du tout. Enfin bref. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'existe pas un petit détecteur tout bête, pas trop cher, qu'on pourrait acheter dans le commerce, comme il y a des détecteurs de fumée, des sonomètres pour mesurer le bruit autour de soi. Il n'y a pas un truc qui nous dise, voilà, à tel endroit, vous avez telle et telle quantité d'ondes. Mais en fait, je crois que c'est techniquement très difficile à réaliser. Voilà, et rappelons que c'est ce que disait Nathalie, le plus dangereux, en fait, c'est de téléphoner avec son mobile à l'oreille en race campagne lorsque vous avez très peu de réseau, parce que votre téléphone est obligé d'émettre au maximum. Il faut savoir que... Surtout les nuits de pleine lune. Non, mais un émetteur peut émettre jusqu'à 10, 20, 30 ou 40 km. Donc votre téléphone est obligé d'émettre au maximum pour attraper le réseau. Et donc là, vous prenez un maximum d'ondes. C'est pour ça que le paradoxe, c'est qu'en ville, finalement, on a très peu de risques parce qu'il y a des émetteurs un peu partout. Merci en tout cas Nathalie pour ce message. Autre appli que moi j'ai testé, je voulais vous en parler rapidement, c'est... On a beaucoup parlé de cloud en ce moment parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de grandes marques du web qui s'y mettent, notamment Google qui vient de lancer son Google Drive. Moi, je reviens d'une petite semaine de vacances à New York et évidemment, j'ai pris énormément de photos. Je me la pète.com. Oh, pourquoi? Attends, ça va. Aujourd'hui, partir tout le monde va à New York. Bah, tout le monde va à New York, enfin. Laurent, qu'est-ce que tu fais cet été? Je vais aller... peut-être aux États-Unis. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait beaucoup de photos. Et c'est vrai que c'est toujours le même problème, Jérôme. Qu'est-ce qu'on en fait de ces photos? C'est sur des cartes mémoire, des clés USB, des disques durs. Et j'ai tenté l'appli SkyDrive. Et pourquoi l'appli SkyDrive de Microsoft? Parce qu'en fait, ils m'ont offert 25 gigas. C'est tout simplement pour ça que j'ai choisi celle-ci, parce qu'il y en a plein d'autres. En il y a général, Dropbox, il y a iCloud. il y a iCloud, etc. Mais là, je me suis dit 25 gigas gratuits. Et bien voilà, SkyDrive m'a charmé. Qui sont gentils chez Microsoft. Écoute, c'est génial. Bon, tu sais qu'ils viennent de réduire, c'était terminé les 25 gigas. C'était une espèce de promo, en fait, mais vous pouvez peut-être essayer si vous avez un compte Hotmail. Maintenant, c'est redescendu à 7 gigas. Même si on a un compte Hotmail. Alors, c'est une question de temps. Il y a une semaine, on pouvait encore y accéder, mais ça ne va pas durer. Enfin, tentez le coup. Vous allez sur le site SkyDrive, vous rentrez votre compte Hotmail. Et vous allez voir peut-être que vous avez l'option 25 Go gratuit. Enfin, moi, ça a été le cas. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que vous pouvez, comme iCloud, mais je trouve d'une manière très très simple, grâce à l'appli, non seulement récupérer les photos que vous avez sur votre ordi, que vous avez stockées donc sur le serveur SkyDrive, mais en plus, dans le même dossier, moi, j'avais des photos que j'avais prises avec un appareil, un APN donc normal, mais aussi avec mon iPhone. Ouais. Et j'ai réussi à mettre les photos de mon iPhone directement dans le même dossier où il y avait mes autres photos. Et c'est très pratique. Toute la famille a installé l'appli SkyDrive sur l'iPad ou sur les iPhones et tout le monde peut voir les photos. Et donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Et ça marche bien. Et l'appli SkyDrive est gratuite, bien sûr. C'est beau. Et puis on peut très facilement envoyer des autorisations, si tu veux. Par exemple, si je veux t'envoyer mes photos de New York, non, je m'en fous. J'écris simplement mon adresse mail, j'envoie ton adresse mail et ça va t'autoriser un dossier et tu vas pouvoir les voir. Non, mais attends, je te dis pas, les photos où il est en train de se gaver de hamburger avec la mayonnaise qui coule sur le coin de la lèvre. Laurent, il faut pas que tu vois ça. Il n'y a pas que ça. Je n'osais pas les demander, mais je crois que je vais pas le faire. Il y a de très belles photos aussi. C'est dégoûtant. De New York. Bon. Jérôme, tu avais une autre appli, je crois, vous allez voir qui est beaucoup plus intéressante que la mienne, vous allez voir tout de suite. Oui, c'est une appli de podcast. On a toujours besoin d'une appli pour télécharger les podcasts de la chaîne Techno, le Talk iPhone, etc. Non ? Oui, alors, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à iTunes ? Elle est tout simplement bien. Elle s'appelle Downcast. Elle est très ergonomique. Elle est très agréable.
Vous pouvez bookmarker des trucs. Enfin, elle est tout simplement user-friendly. Ouais, mais j'en avais entendu parler. C'est vrai que je crois qu'on a eu des messages d'auditeurs aussi qui l'ont plébiscité. Ouais, elle a Downcast. Elle a qu'un petit défaut que j'ai cru constater, c'est qu'elle met du temps un peu à mettre à jour les flux RSS. Bon, on retrouve les podcasts de la chaîne Techno quand même. Bah, évidemment. Le Talk iPhone, tout ça, il n'y a pas de problème. Audio, vidéo, on peut les classer, etc. Bon, le temps tourne. Qu'est-ce qu'on se fait ? On se fait une dernière petite question-répondeur ? Mais oui, moi il me manque les auditeurs du Talk iPhone. On n'a pas eu le temps d'en écouter beaucoup là. Très bien. Et on va jeter un œil. Tiens, on est tous un peu des utilisateurs de Twitter. La question de Victor justement, concerne Twitter. Écoutez. Bonjour la chaîne Techno, c'est Victor de Paris. Et en fait, j'aurais aimé vous demander si vous connaissez plusieurs clients Twitter pour iPhone. En fait, moi, j'aimerais vous recommander à tous Tweetbot, qui est un client Twitter populaire, peut-être même trop populaire. Et le seul défaut que je lui donne à Tweetbot, ça serait de ne pas pouvoir programmer ses tweets. Donc, si quelqu'un m'entend, j'aimerais savoir et connaître les applications qui permettent de programmer ses tweets sur l'iPhone. Merci, et puis continuez comme ça l'émission. À plus. Alors, les applis Twitter que vous utilisez, les amis. On va commencer par Laurent. Laurent, parce que je sais que tu tweets pas mal sur le compte Twitter d'iPhone.fr. Tu te sers de quelle appli ? Moi, c'est Tweetbird Pro de longue date, parce que j'ai trouvé à peu près ce que je voulais. J'ai pas eu l'occasion ou l'envie de changer, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure, mais elle me satisfait mes besoins. Multicompte, non, elle est bien. Ouais, parce que c'est vrai que quand on a l'habitude après d'une appli Twitter, on a du mal à à aller voir ailleurs. Moi perso, ça va être très vite. C'est l'appli officielle Twitter. J'ai pris l'habitude de m'en servir. J'ai mes petits repères et je la trouve efficace. Voilà, donc après c'est une question de goût, je pense. Je pense que après tout dépend de la comment dirais-je, de ce qu'on veut faire de Twitter. Ouais. Quand c'est juste pour tweeter, envoyer des photos, etc. Moi, je vais vous dire, j'en utilise 3. Et 3 ? Mais oui, et pourquoi 3 ? Et ça m'énerve d'ailleurs, mais parce que je trouve qu'elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, et il n'y en a aucune qui est idéale. J'utilise TweetDeck, qui est pas mal parce qu'il permet, quand on a plusieurs comptes, notamment j'ai un compte perso et puis le compte de la chaîne Techno, et comme ça en slidant, on fait défiler les pages, comme ça ressemble un peu à la version sur PC, donc ça c'est bien. Mais j'aime beaucoup aussi la version officielle Twitter, qui est jolie, qui est conviviale, mais qui n'a pas... Pour passer d'un compte à l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est compliqué. Il faut aller dans paramètres, il faut les comptes, etc. Ouais. Alors que dans la précédente version, c'était plus simple. Voilà. C'est depuis une mise à jour qui a quelques semaines. Donc on peut pas gérer plusieurs comptes en même temps avec l'appli officielle Twitter. Et puis la troisième, c'est Ecophone, qui, pareil, offre des avantages. Alors je vais pas m'étendre dessus, mais tout ça pour dire que c'est un peu dommage. Il n'y a pas l'appli idéale, à mon sens, pour Twitter. Juste pour en citer une quand même qui semble qui a été pas mal adoptée à la rédaction notamment, c'est Tweetbot, qui vraiment cartonne et semble très abouti et souvent mise à jour. Oui, mais d'ailleurs, Victor nous en a parlé de Tweetbot. C'est celle qu'il utilise. Ah voilà, voilà, donc il l'aime bien. Bravo Victor, je la télécharge de rechef. Voilà, merci Victor. Et si, tout comme Victor, vous voulez nous laisser vos messages, réagir à l'actualité de l'iPhone, de l'iPod ou de l'iPad, nous donner des astuces ou des applis coup de cœur, vous allez sur votre iPhone ou votre iPod, vous cliquez sur le dictaphone, vous nous laissez votre message vocal et vous envoyez ça, votre message à répondeur@lachaînetechno.com. Laurent, on se retrouve très vite pour un autre Avec grand plaisir. Ça sera le numéro 45 la prochaine fois. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Laurent à la fois sur iPhone.fr sans E à la fin, partenaire du Talk iPhone, et puis sur ViiPad aussi, qui est le site donc de l'iPad, avec toutes les dernières informations concernant l'iPad. À très vite Laurent. À très bientôt. Merci, au revoir. Et puis à noter que bien évidemment le Talk iPhone est disponible aussi sur le site iPhone.fr. Ah bon ? Oui, complètement. T'étais pas au courant, Jérôme ? Et sur l'appli. Et sur l'appli, bien sûr. Jérôme, on se retrouve très vite. Oui. Cette fois-ci, on va pas vous laisser moisir comme ça pendant des semaines. Voilà, et puis tous ceux qui nous ont découvert par le Talk iPhone, n'hésitez pas à aller sur la chaîne techno.tv pour découvrir tous les autres programmes qu'on réalise pour vous avec Jérôme, avec notamment une vidéo par jour liée à l'actualité high-tech, et puis le JTech, etc. Et puis plein d'autres choses. Ouais, nos formidables sketchs, les vacances de François à New York. Avec la mayonnaise, etc. Voilà. Vous allez voir, c'est passionnant. Ouais. Portez-vous bien et à très vite pour un autre Talk iPhone sur la chaîne Techno. Salut à tous, bye bye.
Le Talk iPhone, qu'est-ce qu'on va trouver comme excuse? C'était cassé une jambe. On peut dire ça? On va recommencer parce que Jérôme est encore dans son billet de train, visiblement. Mais attends, non, attends, je sais ce que je vais dire. Attends, mais c'était drôle ce que j'ai dit. Ouais, d'accord. Putain, c'était pas drôle, Laurent? C'était énorme. Ouais, c'était énorme. Il est Là, sympa. vous avez pas le même humour. Hein. Non, Allez, mais attends. c'est pas grave si vous avez l'humour de supermarché. C'est pas grave. Moi, j'ai un humour distingué.